Je dois vous avouer que je suis très inquiet d'être parmi vous, non pas en raison de votre présence, en raison de celle de Marc, puisque si j'ai bien compris la dernière fois qu'il a fait un duo, on a déjà parlé de champ magnétique, mais tout a explosé. Oui, on a fait effectivement le spectacle dans le noir. Cela dit, il y a du soleil et le ciel est encore bleu, Rodrigo. C'est donc pour ça qu'on a commencé beaucoup plus tôt. Alors, Rodrigo, on est ici pour parler de magie et on s'est trouvé quand même, en discutant, en parlant, beaucoup de points communs. Mais il y en a un qui, effectivement, est magique. C'est quand on peut réaliser son rêve d'enfant. Et toi, Rodrigo, tu, aujourd'hui, réalises ton rêve d'enfant. Alors, c'était quoi, au départ, et comment ça se présentait ? Mais sincèrement, d'autres le feront pour moi. Je ne sais pas combien de matchs de football j'ai commenté dans ma vie en direct, combien de courses cyclistes. Certains disent que j'ai passé près de 2 ans de ma vie sur les routes du Tour de France. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, petit, je jouais à être commentateur. Eh oui, j'ai un peu de mal à l'admettre, mais c'est la vérité. J'étais seul dans ma chambre. Mes parents croyaient que je travaillais et j'avais mon Subutéo. Le Subutéo, c'est l'ancêtre de la PlayStation. Mes petits joueurs, lorsqu'on venait toquer à ma porte pour être sûr que j'étais bien en train de travailler, je glissais mon tapis vert en dessous de mon lit. Lorsqu'à l'école, tout le monde me voulait dans son équipe, j'ai vite compris que ce n'était pas uniquement grâce à mes talents de buteur, mais c'est parce que je commentais en jouant. Je commentais mes copains. C'est vrai qu'en vacances, à la plage, j'attendais que les adultes aient fini leur bière ou leur bouteille, quelle qu'elle soit, pour collectionner les petites capsules, les capsules des bouteilles, parce que je coupais méticuleusement dans des bouts de carton des petits ronds que j'insérais dans ces capsules et j'y mettais le nom d'un pilote de Formule 1, d'un coureur cycliste, et puis méticuleusement aussi, à la plage, je traçais un circuit de Formule 1 où c'était plus compliqué. J'ai essayé de créer une montagne avec un petit col et je poussais avec mon doigt, j'avançais ces petites capsules en commentant. Donc, c'est vrai, je peux vous raconter aussi, j'aurais jamais été un grand architecte, mais j'ai pris très mal aussi certains cartons ovales que je découpais pour faire des pistes d'athlétisme, 9 couloirs, des petites cases, pour faire le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres. J'ai eu un problème avec le saut en hauteur, je vous l'accorde. Mais donc voilà, toute ma jeunesse, c'était la magie. Énormément de travail, de préparation pour arriver à l'instant magique, commenter le sport. Alors, ce qui nous rassemble, effectivement, avec Rodrigo, c'est que moi aussi, quand j'étais tout petit, parce que j'ai été petit, je rêvais d'être animateur de radio. Et mon père avait un enregistreur à bande. Je lui piquais son enregistreur, il y avait un micro. Et j'enregistrais ma voix, déjà très égotique comme mec. J'enregistrais ma voix et je me réécoutais. Et à côté de l'enregistreur, je mettais un tourne-disque. Avec un 45 tours. Si j'avais un marteau de Claude François. Et ma mère entendait ce morceau 38 fois par jour. Elle a pété ce disque je ne sais combien de fois, elle l'a caché, mais chaque fois j'en rachetais un nouveau. Et le dernier, je l'ai encore à la maison. J'ai donc rêvé d'être animateur et je suis devenu animateur radio. Ce qui est quand même aujourd'hui notre vie. Et moi, ce que je vous espère évidemment, c'est que vous puissiez vous aussi réaliser plein de vos rêves. Surtout quand le rêve devient la réalité et qu'on rencontre évidemment des personnalités, parfois des idoles. Il y a des déceptions, mais il y a tellement de satisfaction. Une d'elles, mais c'est vrai, peu de gens le savent, j'ai toujours beaucoup aimé la musique et je vais te lancer la balle, Marc. Toots Thielemans, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire et je suis parfois attentif à ces petits détails. Vous imaginez que dans Thielemans, les 2 premières lettres, c'est quoi ? C'est T et c'est H. C'est T comme Toots, comme Thielemans et comme talent. C'est H comme quoi ? Comme harmonica et comme humilité. Et là, on en arrive quand même à quelque chose d'essentiel et peut-être d'un des aspects les plus riches de notre expérience. Oui, et de nos rencontres. La simplicité, l'humilité de star. Parce que Toots Thielemans, c'est une star. Et quand il vous invite chez vous à la Hulpe, pour passer 2h30 de votre temps, et qu'il prend 2h30 de son temps, pour évoquer son histoire, pour vous raconter son histoire,
C'est juste un bonheur inouï. Et il appelait beaucoup des personnes qui l'interrogeaient « fils », avec son accent bruxellois. Il disait « fils, tu sais que je suis baron. J'ai été nommé baron. Et tu sais ce qu'ils m'ont demandé quand j'étais baron. Quand on est baron, il faut, comment est-ce que ça s'appelle? Il faut un label, il faut une phrase, il faut une maxime. Et tu sais ce que j'ai dit, fils? J'ai dit, be myself, no more, no less. Et il faut poser cette phrase, cette maxime devant un conseil. Et le conseil qui dit OK ou pas OK pour cette maxime m'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas changer, monsieur Tillemans, cette phrase avec un mot? Ne pas dire be myself, no more, no less, mais be yourself, no more, no less. Alors, tu me connais, fils? J'ai accepté. Tout Tillemans, un être extraordinaire. Il y a d'autres êtres extraordinaires de simplicité, et notamment que tu as rencontré. Oui, je crois que c'était. J'ai pas rencontré Nietzsche, mais il disait la vie sans musique est une erreur. Je trouvais ça pas mal. Non, c'est exact. Le premier grand défi que l'RTBF m'a confié, c'était de présenter la Coupe du Monde 1990 qui est disputée en Italie, et nous bénéficions de l'absence, que les Français dans cette salle m'excusent, de la France pour avoir un panel plus riche de personnalités à notre disposition. Et j'avais entendu qu'un homme, un acteur célèbre, avait une passion pour le football, mais qu'en plus, il l'exprimait avec une verve extraordinaire. C'est André Dussolier. Alors, j'ai tenté ma chance, et André Dussolier est venu. Il est venu, il a assisté, comme invité principal, au match. Un match Brésil-Écosse. Nous avions dans le public, on avait encore des moyens à ce moment-là à la RTBF, beaucoup de gens, une vingtaine de supporters du Brésil qui venaient d'un cabaret qui s'appelait à l'époque Do Brasil, très coloré, la samba, et puis il y avait une dizaine de supporters écossais en kilt. On a passé une soirée magnifique, le Brésil a gagné 1-0, peu importe, et en partant, les gars de Do Brasil nous ont dit « Surtout, venez faire la fête avec nous, rejoignez-nous ». J'ai refusé poliment, car on avait beaucoup de travail. Le lendemain, on devait recommencer à 9h du matin. Mais voilà qu'au maquillage, à minuit et demi, André Dussolier me dit « Et si on y allait ?» Et j'ai fait une petite entorse. Nous sommes allés à Do Brasil ensemble. On en a été reçus comme des rois. La samba était là. Et puis tout d'un coup, même battu, voilà que les Écossais en kilt arrivent. Vous imaginez la scène que c'était. Je me suis éclipsé à 3h du matin en remerciant encore André Dussolier. Et à 9h du matin, j'étais avec des petits yeux à la réunion de rédaction pour préparer la journée suivante. Lorsque, vers 10h30, le téléphone a sonné. C'était André Dussolier. J'étais paniqué, car nous lui avions réservé son billet de train retour à 10h du matin. Il était 10h40. Et cet homme, mais vraiment avec une énergie, m'a dit « Pas de problème, j'ai raté mon train, mais je paierai le suivant, à mes frais. Je voulais simplement vous dire merci, car j'ai passé une soirée extraordinaire. Je ne vous dis pas à quelle heure je suis rentré, je ne le sais pas, et je ne dirai jamais cette soirée. C'est aussi ça la simplicité, et c'est aussi ça une forme de magie. » Il y avait aussi Bruel Belmondo qu'on a pu rencontrer. Bruel était à ce moment-là en plein dans sa période, il venait de sortir Casser la voix. Et... Oui, Bruel qu'on a vu au studio, et Brice de Passe qui raconte des magnifiques histoires sur Nostalgie et qui est là dans le public. Je voudrais que vous applaudissiez parce que c'est un homme extraordinaire aussi. Je peux te lever, Brice. Brice me rappelait que Bruel, en venant au studio, lui a raconté une anecdote géniale. En fait, le premier concert auquel Bruel a assisté, c'était à 15 ans. Et c'était à Bruxelles, à Forêt Nationale. Il n'y avait pas de salle de spectacle aussi grande que Forêt Nationale en France. Et Bruel, en cachette de sa mère, à 15 ans, prend le train, dit à sa mère qu'il va dormir chez un copain, prend le train pour venir à Bruxelles, assister à son premier concert à 15 ans, à Forêt Nationale, un concert des Rolling Stones. Il est rentré à la maison. Sa mère n'a jamais su qu'il était venu voir les Rolling Stones à Forêt Nationale. Et ces histoires que ces stars vous racontent avec en toute simplicité, il y en a d'autres. Il y a un Belge, Stromae,
Stromae qui... alors vous imaginez, nous sommes à Énergie de Parc. On est en 2014. C'est l'époque où Stromae sort Papa Outet, formidable. 50 000 personnes à Charleroi, au Énergie de Parc. Je suis au milieu. 25 000 d'un côté et 25 000 de l'autre. Il y a Stromae qui arrive. Ambiance de folie. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti l'énergie de 50 000 personnes autour de vous qui applaudissent à tout rompre et qui chantent avec Stromae. Ce mec est un dieu pour ces 50 000. Extraordinaire, vertigineux. Après le concert, je me dis, j'ai vraiment envie d'aller voir ce gars. Or, bien sûr, je suis patron d'Énergie, ok, mais ça n'empêche pas de rester humble et de ne pas avoir envie d'emmerder les vedettes qui viennent effectivement chanter. Mais je me dis, je ne peux pas ne pas lui dire que c'était génial. J'y vais. Je frappe à sa porte, une petite cahute, vous savez que c'est un petit peu... c'était au parking à Charleroi, 50 000 personnes dehors, donc c'est un petit truc. Et il ouvre. Je dis, bonjour, monsieur Stromae. Appelle-moi Paul. Ok. Je voulais vous remercier et vous dire top. Il me remercie, il me demande qui je suis, je suis patron d'Énergie, etc. Ok, super. Je suis très content d'avoir été là aujourd'hui. Chouette ambiance. J'ai une frite là. Est-ce que tu veux la partager avec moi? J'ai partagé une frite fricadelle, mayonnaise, avec Stromae. C'est juste génial. Alors, si on parle de Stromae, c'est un homme qui a été universellement et qui est universellement connu. On en a un autre qui a été universellement connu et qui l'est toujours d'ailleurs. Oui, 8 ans avant la naissance de Stromae, le plus grand footballeur de tous les temps, Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, a mis un terme à sa carrière. Et lorsqu'en 2002, au mois de mars 2002, on me dit on a une interview exclusive à Londres de Pelé, là vraiment le mot magie prend tout son sens. Je dis ça c'est le rêve de ma vie, je vais aller évidemment faire cette interview. 4 télévisions avaient cette opportunité, cette exclusivité. Il s'agissait de l'Italie avec la RAI, de l'Angleterre avec la BBC, l'Allemagne avec la RD et la RTBF. Je ne sais pas s'il y a eu tirage au sort ou pas, mais nous étions en 4e et en dernière position. Le timing était très rigoureux, 20 minutes, pas une minute de plus pour chacun. Et lorsque j'arrive, Pelé est un peu fatigué, un peu las, sans doute de répondre en anglais chaque fois aux mêmes questions. Et comme mon prénom l'indique, je parle le portugais. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire cette interview en portugais? Et là, Pelé retrouve une vigueur, une énergie et me dit mais c'est formidable et me demande comment se fait-il que je parle la langue, si je suis déjà venu au Brésil. Et puis son attaché de presse me dit on est déjà presque à 10 minutes, hein, donc le temps de parole va être compliqué. C'est pas grave, c'est super sympa, le gars il est adorable, on fait une petite photo à la fin tous les deux. À un moment donné, moi je m'aventure même à lui demander une photo dédicacée pour mon fils, qui allait savoir pourquoi aime le foot, qui a 8 ans. Et il signe avec enthousiasme « Un abraço do amigo Pelé ». Moi, fier comme un pan, je rentre à la maison, je donne ça à mon fils et il me regarde droit dans les yeux. Il me dit « Quoi, papa? Tu es allé à Londres? Oh, tu aurais pu me ramener un autographe de Thierry Henry. » Et là, je réalise évidemment qu'on n'est pas dans le même monde. Et très, très bizarre, au mois de mars dernier, soit que je dise pas de bêtises, oui, 15 ans, 17 ans plus tard, j'en perds mon latin, j'ai pu aller faire justement l'interview de Thierry Henry à Londres, puisque Thierry Henry est désormais l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge. Je lui ai raconté l'anecdote à l'issue de notre entretien. Mais je me suis bien gardé de lui demander un autographe pour mon fils, de peur qu'il me dise « Mais papa, t'es revenu de Londres, t'aurais pu avoir le numéro de téléphone de Beyoncé !» Voyez, on a de la chance quand même de rencontrer toutes ces stars et qui restent néanmoins extrêmement simples. On réalise notre rêve, mais pour réaliser son rêve aussi, il faut s'intéresser aux autres. Et le fait de s'intéresser aux autres êtres humains, d'y prêter vraiment attention, nous amène effectivement à créer du relationnel. Regardez Pelé, en parlant portugais et en échangeant. Mais je pense que Rodrigo, tu as aussi créé une amitié avec quelqu'un que, à mon avis, tout le monde connaît ici. Oui, c'est vraiment très particulier, quelqu'un d'une énorme générosité, qui pour moi est un seigneur. Je ne le connaissais pas, pour moi il appartenait à mon patrimoine émotionnel. Mais donc Eddy Merckx, je ne lui avais jamais parlé avant ce jour du mois de mars
1990, je devais commenter Milan-San Remo. Je suis à l'hôtel du Dôme à Milan, en train de bien préparer ce qui est ma première grande course internationale. Et je répète, le Poggio de San Remo, mes palmarès, tous les endroits stratégiques, le Capo Cervo, le Capo Mele, le Capo Berta, c'est pas le nom d'une dame. Hein. Et même aussi, je me méfie avec le portugais, mes pluriels, hein, lavabo, des lavabi, une grappa, des grappés. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Il faut surtout pas m'embêter. Et la réceptionniste me dit « Il signor Merckx vi aspetta ». J'ai dit « Scusi, c'est une blague ». Et Merckx était dans le hall d'entrée, il m'attendait. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à mon insu, mon patron avait dit « Pour la première course, occupe-toi du petit ». Je suis arrivé, j'étais très embarrassé, très embarrassé. Poliment, j'ai dit « Non, ça ne va pas aller. On va aller manger ensemble. » « Non, ça ne va pas aller, j'ai trop de travail, je dois préparer cette course pour demain, c'est important. » Merckx me prend avec ses paluches incroyables, et je comprends qu'on ne peut pas lui dire non, il me prend. Et on va dans un restaurant, tout à qui à sa cause, avec des photos de lui partout. On a passé une soirée incroyable, on a retrouvé un ancien coureur italien, Felice Gimondi, un ancien coureur flandrien, Roger de Vlaming, dans un mélange de français, d'italien, d'anglais. Moi, j'en ai pris un sketch pendant toute la soirée, en regardant ma montre, il était 1h du matin, je vais me lever à 6h30, je vais commenter mon premier Milan-San Remo, j'étais paniqué. Mais le lendemain, il se fait que sur la ligne d'arrivée, avec toutes mes notes manuscrites, écrites à l'époque, je n'ai plus jamais fait ça, j'ai bien retenu, à l'encre, il y a eu un orage, je ne savais plus du tout lire mes notes, plus du tout. Et là, je me suis dit, mais sapristi quand même, tout ce que j'ai appris hier soir, ça va me servir en partie aujourd'hui, mais peut-être après. Cette amitié, Rodrigo, a permis de rendre des gens heureux. Oui, ça c'est vraiment un sentiment et là que je veux partager avec vous. Il y a parfois des réconciliations, des rencontres. J'étais à une table avec Justine Hénin et en parlant avec elle, je ne la connaissais pas personnellement, je me suis dit, ce petit bout de femme, c'est Merckx incarné en homme. C'est le caractère, c'est la volonté, la rage de vaincre. Je me dis, oh, Justine, tu me fais vraiment penser à Eddie. Ah, je ne sais pas, on ne s'est jamais parlé. Je dis, c'est pas possible. Mais c'était absolument incroyable. J'avais entendu dire qu'il y avait peut-être un petit contentieux. J'ai passé un contentieux, un malentendu, des non-dits, peu importe. En organisant la fête pour les 60 ans d'Eddie Merckx, dans son entourage, on avait dit peut-être ce serait mieux de ne pas inviter Justine. Je n'ai pas voulu aller plus loin. Mais avec un proche de Justine, on a dit on va réunir ces deux sommités dans un restaurant, ensemble, ça n'est pas possible. Et nous l'avons fait, nous sommes arrivés. Eddie, Justine, la passion, respectueux tout de suite. Eddie tutoyant Justine, Justine vous voyant Eddie de 35 ans, son aîné. Et puis, c'est un peu mon truc, au moment du dessert, on les a laissés tous les deux. Et quand on est revenu, eh bien, ils étaient bras dessus, bras dessous. Ils se sont absolument tout dit, je pense. Et Eddie, quelques semaines après, était l'invité d'honneur de Justine pour son association Justine for Kids. Donc, c'est très beau. Et j'ai pu enchaîner la même chose, et là, c'est très émouvant. J'ai eu l'occasion de commenter un Tour de France avec Laurent Fignon, le grand champion français, un homme au-dessus de la moyenne, un sportif vraiment intellectuellement, on l'appelait d'ailleurs le professeur, vraiment très brillant. Et il est venu à Bruxelles pour présenter sa biographie, qui s'appelait « Nous étions jeunes et insouciants ». J'ai cru comprendre qu'il y avait des passages dans le livre qui n'avaient pas trop plu à Eddie Merckx. Et 2 jours avant la présentation de ce livre, le 22 juin 2009, je reçois un coup de fil de Laurent Fignon qui me dit « Rodrigo, il faut que tu me rendes un service. Organise-moi, je viens à Bruxelles pour le livre, organise-moi un tête-à-tête avec Eddie Merckx. Je voudrais absolument lui parler. » Ça a été fait, on s'est retrouvés à 3, à table. Ils se sont tout dit, ils se sont parlé. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Et 2 jours après, il faut savoir que Laurent était déjà très affaibli, victime atteint d'un cancer incurable, d'un cancer des voies respiratoires. Et 2 jours après, Laurent, très ému, m'a appelé et m'a dit « Rodrigo, merci. Je me sens soulagé et je me sens en paix. » Et quelques mois plus tard, eh bien, Laurent Fignon nous quittait. Et Laurent, parce que j'aime pas finir sur cette note-là, Laurent me disait, peut-on retrouver la santé par le rire ? Moi, je ne suis pas médecin, franchement, je n'ai pas la réponse, mais j'ai envie d'y croire, moi. Parce que j'ai ce souvenir incroyable, on parlait de Merckx. Un jour, on arrive au Mont Ventoux, on est en 2000, en juillet 2000, rendez-vous compte, la France vient de gagner l'Euro, 2 en football, 2 années plus tôt, elle était championne du monde, avec Zidane, avec Barthez, son gardien. Et Merckx arrive au Mont Ventoux, il commente le tour avec moi, il s'arrête, il dit « Il faut que je descende de la voiture, il faut que je regarde cette montagne, au sommet de laquelle il s'était imposé en 1970. » Il regarde et il dit « Cette montagne, on est dans la magie, hein, cette montagne, elle est magique.
elle est comme Barthez, elle est chauve et elle ne laisse rien passer. Et Eddy Merckx, lyrique. Je l'ai amené, et je terminerai ce chapitre, que vous l'avez compris, me tient particulièrement à cœur, et je pourrais continuer des heures, c'est pour ça que je vais être court. J'ai amené Eddy Merckx au ski, dans une station, magnifique station, petite station qui s'appelle Combloux, en Savoie, entre Sallanches et Megève, où était organisé, ça ne s'invente pas, hein, tous les prétextes sont bons, un championnat d'Europe pour anciens coureurs cyclistes. Il fallait avoir été professionnel pour pouvoir participer à ça. Et l'avantage, c'est que l'Office du tourisme invitait les champions avec la personne de leur choix pendant une semaine, tout frais payé. Mais il y en avait un, Poulidor. Ah, Poulidor, il était toujours deuxième à l'époque, sauf quand il s'agissait de faire preuve d'un peu d'avarice. Il téléphonait, il disait « Bon, moi je viendrai sans ma femme, mais je viendrai 2 semaines. » Et ce n'est pas tout. Et j'ai compris pourquoi il arrivait avec sa Mercedes, qu'il tirait jusqu'à 200 000 km au moment où il pouvait en recevoir une neuve. En fait, à cette époque-là, jamais il ne faisait le plein de son réservoir. Écoutez bien, parce que là, je sais que normalement on est là, mais on va aller un peu là. Voilà, c'est d'improviser, c'est de la stratégie sans doute. En fait, chaque fois, il remplissait sa Mercedes pour 50 francs français. Donc on est à 7,5 € et jamais plus, et toujours sous la forme d'un chèque. Parce qu'il avait compris, et en changeant chaque fois de pompe, parce qu'il avait compris que le pompiste préférait évidemment clouer le chèque en question avec l'autographe de Poulidor plutôt que de l'encaisser. Chacun ses trucs. Poulidor et Marc, toi tu as un truc pour faire venir la jet set à ton anniversaire. Là j'aimerais quand même bien que tu nous expliques ça. Alors en fait, il se fait qu'il y a quelques jours, nous avons un ami, ma compagne et moi, qui fête son anniversaire, son mariage au Maroc, et il décide de faire 4 jours de fête. C'est un producteur de spectacles et qui a décidé de privatiser un hôtel. Et on fait 4 jours de fête. Il faut savoir que dimanche dernier, c'était mon anniversaire. « 60 ans, hein !» Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, je passais de ma 59e à ma 60e année. Et donc, nous sommes samedi soir, le 27 mai. Et nous sommes dans une soirée à thème, c'est une soirée flower power hippie. Et nous sommes tous déguisés. Autour d'une magnifique piscine, des gens magnifiques, on mange bien, on boit bien, c'est juste top. Un point essentiel dans mon histoire, c'est que depuis l'âge de 29 ans, j'ai peur de mourir à 59 ans. Mon père est mort à 59 ans, mon grand-père est mort à 59 ans, j'ai donc peur de mourir à 59 ans. Et samedi soir, je vis mes dernières heures de 59 ans. Toutes les 10 minutes, je demande à ma compagne quelle heure est-il. Nous sommes dans la fête, il y a de la musique, il y a un orchestre. Qui est-ce qu'on voit apparaître? Michel Fugain. Et Michel Fugain vient nous entonner une petite chanson. Puis qui est-ce qu'on voit apparaître? Robert Charlebois, qui vient nous entonner une petite chanson. Et puis qui est-ce qu'on voit apparaître? Michel Leb. Michel Leb qui vient nous faire 2-3 sketchs. Et puis qui est-ce qu'on voit apparaître? Jean-Luc Lemoyne, qui vient nous faire rire aussi. Je dis à Alain, le marié, Alain, tu n'aurais pas dû, c'est pour mon anniversaire. Il m'a dit, écoute, je savais que c'était ton anniversaire demain, mais permets-moi de te dire qu'ils sont quand même venus pour moi. Je dis, c'est pas grave, ils sont là pour moi aussi. Vous vous rendez compte qu'on peut saisir les circonstances comme ça, c'est quand même génial. Et donc, à minuit, j'ai eu 60 ans et j'étais toujours vivant. J'ai donc pu plonger dans la piscine avec tous les autres, c'était formidable. J'ai donc vécu une formidable fête d'anniversaire et je suis toujours vivant, mesdames, messieurs. Je suis reparti pour 30 ans, sachez-le! Oui. Et alors, quand on parle de circonstances,
Il y a des moments inattendus dans la vie, et Rodrigo en a connu un en Afrique du Sud, à mon avis. Oui, en juillet 2010, c'est la finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la première Coupe du Monde organisée sur le continent africain. Les Pays-Bas vont affronter l'Espagne et je pars bientôt de mon hôtel pour arriver à Johannesburg dans le stade où je dois commenter avant la finale la cérémonie de clôture. Et nous sommes dans un bus organisé par la FIFA qui nous dépose, les quelques commentateurs, en principe devant le stade. Mais à 200 mètres du stade, le chauffeur, de manière très violente, nous dit « Tout le monde dehors, tout le monde descend, et vous restez groupés, et vous ne bougez pas. » Comme on dit à l'armée, j'obtempère. On se met tous comme ceci, et elle commence à arriver, il y a un vacarme incroyable, des hélicoptères partout, des bruits, des soldats, un hélicoptère qui atterrit devant nous, un deuxième, un troisième, un quatrième, je me dis, c'est pas possible, c'est la guerre, ou c'est un attentat, je sais pas ce qui se passe. Et à un moment donné, le dernier hélicoptère qui se pose, sortent 4-5 personnes, et je reconnais, à la même distance que vous de moi, Nelson Mandela. Et là, je suis bluffé, hypnotisé par cet homme dont j'ai lu la biographie, dont j'ai vu le film Invictus dans l'avion en venant. Et vraiment, je suis paralysé. Je me dis, je vis un moment là incroyable. Et je le regarde, je ne peux pas être plus près, je ne peux pas être plus loin, c'est un moment magique. Mais alors, ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, mon consultant me dit, « Et Rodrigo, t'as vu qu'il vient de te croiser ?» Il n'était pas à 5 mètres, elle n'était pas à 5 mètres, elle m'avait fleuré, c'était Shakira. Et donc là, j'ai compris un petit peu ce que c'était finalement que le trouble déficitaire d'attention. Mes copains se sont beaucoup payé ma tête, mais c'est un moment inoubliable. Pour pouvoir avoir et vivre la magie, il faut aussi oser, avoir de l'audace. Et avoir de l'audace, c'est aussi avoir de l'audace, nous en tant qu'hommes, avoir de l'audace par rapport à des femmes exceptionnelles. Et nous avons rencontré, mesdames, messieurs, mesdames, vous en êtes toutes d'ailleurs, vous pouvez vous applaudir, et messieurs, applaudissez ces dames. Et Rodrigo, tu vas nous parler d'une femme exceptionnelle, d'une femme magnifique, que tu as rencontrée. Exceptionnelle, je ne sais pas, mais magnifique. Mais magnifique oui. en tout cas. Et là, on est dans la magie, mais vous allez voir qu'on est surtout dans l'énergie et on est un peu aussi dans la stratégie. C'est mon premier Tour de France, c'est mon premier hôtel, c'est mon premier repas le soir. Nous sommes dans la banlieue de Nantes, à Sorinière, dans un endroit magnifique qui s'appelle l'abbaye de Villeneuve. Nous sommes 3 à table pour la RTBF. La table à côté, 4 personnes, dont une femme sublime, éclatante, rayonnante, un pull rouge en V. Je me dis... Ça n'est pas elle, ça ne peut pas être elle, mais c'est elle. Et oui, mesdames et messieurs, c'était Catherine Deneuve, en 1990. Hein. Je suis scotché. À un moment donné, je ne dis pas un mot du repas. À un moment donné, je mets ma main dans ma poche, et tout de suite, le maître d'hôtel arrive. « Monsieur, pas de photo, s'il vous plaît !» Je dis, mais non, mais je n'aurais jamais osé, non, j'aurais pas osé. En fait, je sortais la clé de ma chambre. Imaginez-vous bien. Je sortais ces lourdes clés en argent, très lourdes, avec un numéro de chambre, vous pouvez bien voir. Et j'ai bien mis, comme ça en avant, le numéro de ma chambre, en me disant, on ne sait jamais parfois que le corps et l'esprit pourraient avoir une connexion. Ne me demandez jamais ce que j'ai mangé ce jour-là. Franchement, j'en sais rien du tout. J'étais contemplatif, en état de grâce, en extase, en état de somnambulisme magnétique, peut-être, Gino, je ne sais pas. Peut-être. Et donc, voilà. Le pire, c'est que le lendemain matin, j'ai appris qu'elle avait dormi dans la chambre à côté de la mienne. Donc oui, j'ai dormi avec Catherine Deneuve, mais il y avait un mur entre nous. Et le plus fou, c'est que 22 ans plus tard, à Tarbes, je fais une rencontre très, très similaire. Je suis tombé dans les mêmes circonstances sur la légende vivante de l'accordéon, Yvette Horner. 89 ans, je vous assure. J'ai osé faire un selfie avec elle, mais ça n'était pas tout à fait la même chose. Et je ne sais pas encore comment passer de Yvette Horner
à Sophie Marceau, c'est encore l'occasion de dire finalement que de nous deux, c'est souvent toi qui as le beau rôle. Parce que j'ai eu la chance, mesdames, messieurs, de rencontrer Sophie Marceau, qui, parmi ces messieurs, trouve Sophie Marceau plutôt pas mal. On est plusieurs, hein? Attention, je suis jaloux. Est-ce qu'on ne demanderait pas aux hommes qui n'ont pas levé la main de se lever? Alors, nous sommes dans les couloirs de la RTBF, on est dans les années 90. Sophie Marceau, la boum 1980. Sophie Marceau, qui a 16 ans, franchit le mur de Berlin pour suivre un homme. André Zulawski, le réalisateur, de 27 ans, son aîné. Et moi, je trouvais ça dingue cette jeune fille de 16 ans ait suivi, une dizaine d'années auparavant donc, quand je la rencontre, ait suivi cet homme. Et je vous jure que la question me brûlait, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce qui vous a entraîné pour passer de l'autre côté en Pologne, pour vivre en Pologne pendant 15 ans? Nous sommes à la RTBF, dans ces longs couloirs, 14 km de couloirs. Et par hasard, mais qui est-ce qui a dit que le hasard n'existait pas? Je vois en face de moi arriver Sophie Marceau, qui vient pour une interview à la RTBF. Et là, mon sang ne fait qu'un tour, mes jambes flageolent. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui adresse la parole ou pas? On a parlé d'audace et d'oser. Cette jeune fille que je suis depuis la boum, qui est devenue une jeune femme, je vais vers elle et je lui dis, Madame Marceau, bonjour. Interpellée, interloquée, elle s'arrête, elle ne me répond pas, et je dis, est-ce que je peux vous poser une question qui va vous paraître indiscrète? Elle attend quelques secondes, elle hésite, elle regarde la personne avec qui elle était, et elle me dit oui. Et je lui pose la question que je vous ai posée. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'autre côté? Qu'est-ce qui a fait que vous avez suivi cet homme? Qu'est-ce qui a fait que vous avez, parce qu'elle l'a raconté plus tard, c'était dans des conditions très difficiles, pas d'eau courante parfois, pas suffisamment à manger. Elle m'a dit une chose juste géniale. Elle m'a dit, monsieur, la liberté. Juste la liberté. La liberté d'aimer, la liberté d'aller et venir, et la liberté de penser. Je peux vous dire que ça, je l'ai gardé en tête. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi, après Sophie Marceau, une autre grande star, Céline Dion. J'ai cru que tu allais dire Alice Sapritch, mais non, ça va. Grave, ça aurait pu aussi. Ça aurait pu, non. Céline Dion, qui est à Las Vegas, on va assister à son show. On est dans les couloirs, après le show de Céline Dion. Je vois une ombre dans les couloirs, donc dans les backstage. Je vois une ombre passer d'une pièce à l'autre. Je saurai plus tard qu'elle détestait être dans les couloirs parce que c'était problématique pour sa voix. Et je vois cette ombre. Et je dis, mais c'est Céline Dion, celle que je viens de voir là pendant 2h30 faire un show juste extraordinaire à Las Vegas. Madame Dion! Elle s'arrête un moment. Elle tourne la tête. Est-ce que je peux vous parler une minute? Elle me dit, venez. Je ne sais plus ce que j'ai raconté à Céline Dion. J'étais fasciné, totalement fasciné. Et la dernière femme qui m'a, à part ma femme qui est dans le public évidemment, qui m'a impressionné, il y en a beaucoup d'autres, mais Cathy Melua, qui est une chanteuse anglaise, qui est venue un 24 décembre chanter 2 chansons à Nostalgie, entre 7h30 et 8h du matin, un 24 décembre. On était sous le charme, scotché. Elle quitte le studio, elle s'en va. Je ne peux pas la laisser partir comme ça sans lui exprimer ce que je ressens. Elle descend par l'ascenseur, je descends par les escaliers 4 à 4. Et je la retrouve devant, sortant de l'ascenseur. Je dis, Madame Melua, en anglais, merci beaucoup, thank you very much, and so forth, and so forth. Et donc, je dis merci de ce moment que vous avez. J'avais les larmes aux yeux. Merci de ce moment. Est-ce que je peux faire un hug? Non. Par contre, je vous fais un bisou. I give you a kiss. Et j'ai eu un bisou de Cathy Melua le 24 décembre
C'était un beau cadeau de Noël. J'en ai encore d'ailleurs beaucoup d'émotions et des larmes aux yeux. Et à propos de larmes, je pense qu'au Brésil, il y a aussi une belle histoire que tu as racontée pour clôturer. Pour clôturer ça, ben voilà, nous sommes c'est la finale, la phase finale de la Coupe du Monde au Brésil. Il faut savoir que le Brésil n'a plus organisé une Coupe du Monde depuis 1950. Et les plus anciens se souviennent de cette terrible défaite à domicile contre l'Uruguay. 64 ans plus tard, tous les Brésiliens sont convaincus qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Ils n'ont aucun doute. C'est en tout cas ce que les grands-parents, les parents ont dit aux enfants. On est la meilleure équipe du monde, on va le montrer, on va gagner. Et j'étais à Belo Horizonte ce soir de la demi-finale entre le Brésil et l'Allemagne. J'ai commenté ce match, l'humiliation historique pour ce Brésil. On dit que les Anglais ont inventé le football. J'aime bien dire que le Brésil l'a magnifié. Et donc c'était 0-5 après 28 minutes. En 28 minutes, ce peuple est passé de l'euphorie à la honte. Entre commentateurs, on se pinçait. On se disait, c'est pas possible, on est en train de vivre un truc, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, c'est 0-5. Et puis, en quittant le stade avec ce Brésil irrémédiablement éliminé, ce pays dans lequel j'ai passé 5 semaines, ce pays qui m'a bouleversé par ces gens qui en ont d'autres problèmes que le football, croyez-moi, eh bien, j'ai vu des enfants pleurer, parce que leur papa, leur grand-père leur avait dit « Vous êtes les plus forts, on est les plus forts, on va gagner ». Et donc, il leur avait menti. Et c'est quelque chose, finalement, de très révélateur, parce que je me demande si ce n'est pas la meilleure chose qui aurait pu arriver au Brésil. Oh, à court terme, non. Mais cette Copa de la vexation, comme ils l'ont appelé, grâce un peu à cette défaite, je pense que les Brésiliens ont compris qu'il n'y avait pas que le football, la seleção, non. Qu'il y a tant de défis, je parle encore d'ailleurs au présent, tant de défis autrement plus importants et plus grands à relever.